Mesdames et messieurs, bienvenue à votre débat d'Afrique, votre émission qui vous permet de décrypter l'actualité africaine, elle qui nous emmène en première partie de cette émission. Nous parlerons de transition et de constitution, comment comprendre les enjeux des régimes militaires en Afrique. Et en deuxième partie, nous répondrons plutôt à une question qui est en position de force pour succéder à Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est la grande interrogation que nous allons aborder au cours de cette deuxième partie de cette émission. Pour en parler avec moi sur le plateau, je suis avec le rédacteur en chef de TV Plus Afrique, J.R. Djoué Dabani. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, Modeste. D'accord. Et nous avons également Monsieur Eric Ella, lui qui est membre de la société civile panafricaine, qui va, n'est-ce pas, nous gâter un peu de l'analyse d'un panafricaniste au cours de cette émission. Mais avant de démarrer justement ce débat, nous allons regarder cet élément d'Aïcha Akwe. La transition et la constitution, dans le contexte des régimes militaires en Afrique, soulèvent des enjeux complexes. Les régimes militaires, souvent issus de coups d'État, se caractérisent par un contrôle centralisé et une répression des libertés civiles. Il a souvent été remarqué que des comités de transition soient mis en place après un coup d'État, un chronogramme visant à établir le processus dont le plus important est l'écriture d'une nouvelle constitution. Ces institutions écrites, si elles semblent être maquillées de points favorables pour la nation, sont souvent aussi le mot de passe pour s'imposer durablement à la tête des États après la transition. Sur le continent, les exemples en sont légion. Les articles sur la nationalité des postulants, les origines du père et de la mère de ces derniers suscitent des débats, aussi des opinions africaines. À tel point qu'on se pose la question de savoir si elles ne sont pas taillés sur mesure et ne viserait pas à écarter les candidats les plus gênants, surtout dans un contexte de mondialisation et d'intégration africaine. Comprendre les enjeux des régimes militaires en Afrique nécessite une analyse des dynamiques politiques, économiques et sociales. À qui profitent véritablement les constitutions écrites dans le cadre des transitions? Sont-elles le ferment pour porter l'alternance démocratique? La transition vers des systèmes démocratiques reste un défi marqué par des luttes pour la légitimité, la gouvernance et le respect des droits de l'homme. Cher invité, après avoir, n'est-ce pas, suivi ce reportage de Aïcha Akwe, Monsieur Ella, vous qui avez, n'est-ce pas, vous qui êtes membre de la société civile panafricaniste, quel est le regard que vous pouvez avoir déjà de toutes les transitions qui sont en cours en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale? Bon, déjà, je vous remercie pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur le panafricanisme. Vous savez qu'au niveau du Gabon, on n'a pas un grand écho, on n'est pas beaucoup médiatisé, ce qui n'est pas le cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et je dirais dans l'Afrique en général. Bon, j'ai écouté un peu le reportage de la dame. Bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas trop d'accord. D'accord. Parce que bon, présenter les militaires comme des gens qui taillent des constitutions sur mesure et qui sont là pour enfreindre aux libertés, bon, je pense que ce n'est pas ça. Il y a des militaires qui ont été renversés du pouvoir en Afrique de l'Ouest, par exemple, parce que leurs frères d'armes estimaient que les choses ne se passaient pas bien. Ça peut être dans ce sens-là, monsieur là. Ah d'accord. Oui, ben, tout à fait, parce que les régimes démocratiques, je pense que c'est de l'habillage. Parce qu'on a des coups d'État militaires, on a aussi des coups d'État civils. Vous avez pu constater que la plupart de nos présidents africains taillent des constitutions en fonction de leurs objectifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils modifient les constitutions. C'est tout ce désordre qui a fait en sorte que les militaires prennent le pouvoir. Parce qu'il est inadmissible qu'un président, tous les 2 ans,
change de constitution. Et c'est ça qui amène justement les militaires à prendre les choses en main, et aussi par rapport à la souveraineté. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde où, quand vous regardez les contrats coloniaux, vous tombez des nues. Je vous parle par exemple du franc CFA. Comment vous expliquez que vous avez votre matière première, vous la vendez, c'est pas vous qui vendez, c'est la France qui récupère les devises. Votre or est stocké en France. La France est aujourd'hui 3e ou 4e plus grande réserve d'or, n'ayant pas d'or. La France n'est pas un pays producteur d'or, mais c'est l'or de qui? C'est l'or du Gabon, c'est l'or du Sahel, c'est l'or des pays francophones. Donc toutes ces aberrations ont amené la jeunesse africaine, parce que les militaires, ils n'ont fait que prendre le relais de la grogne populaire. Quand vous regardez les coups d'État, par exemple, au Burkina Faso, au Mali, parce qu'on va prendre d'abord le Mali, parce que Assimi Goïta, aujourd'hui, c'est le précurseur du panafricanisme des temps modernes. C'est-à-dire, c'est la personne même qui a pris le relais de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Nkrumah, de Rawlings, de Kadhafi, toutes ces personnes qui se sont battues pour la souveraineté de l'Afrique. Kadhafi a été tué par Sarkozy, il faut dire les choses telles sont. C'est la France qui a bombardé Kadhafi avec une coalition de l'OTAN. Pourquoi? Parce que Kadhafi était en train de réunir les Africains pour créer une monnaie unique. Et alors que les Américains n'acceptent pas que le dollar disparaisse. Mais ça va disparaître parce qu'aujourd'hui, je crois demain, les BRICS vont se réunir. Il va y avoir maintenant une autre devise qui va pouvoir faire des échanges. C'est-à-dire, chaque pays du BRICS va faire des échanges maintenant dans les achats, dans les transactions économiques, dans leur monnaie. Donc l'hégémonie du dollar va disparaître. Mais c'est toutes ces velléités-là que la jeunesse africaine qui vit dans le monde a poussé les militaires à prendre leurs responsabilités. D'accord. Mais est-ce que, au regard de tout ce que vous avez dit, est-ce que finalement, on peut comparaître finalement les coups d'État de l'Afrique de l'Ouest à ceux de l'Afrique centrale? Parce que, selon l'opinion, il pourrait avoir une grande différence. Ouais, bon. Et d'ailleurs, au niveau du réseau panafricain, ils y mettent beaucoup d'humour. Ils disent qu'il y a des coups d'État, bon, de l'AES qui considèrent comme les vrais coups d'État. Et le coup d'État, ils appellent ça le coup d'État à Olingingema, qui considère que c'est un coup d'État qui est formaté par la France. Le coup d'État de Damiba aussi laisse beaucoup de suspicions. C'est des débats qui se font au niveau du panafricanisme. Bon, moi, j'essaye de leur expliquer que les contextes ne sont pas les mêmes. D'accord. Parce que quand Assimi Goïta vient, il fait d'abord un coup d'État. Lorsqu'il fait le coup d'État, ben, les Français viennent intervenir. Donc, ils vont chercher un général retraité qu'on met à la tête. Assimi Goïta est vice-président. Mais qu'est-ce qu'ils constatent, les 5 militaires, les 5 colonels, qui sont passés d'ailleurs maintenant en général? Ils constatent que le nouveau président n'est pas différent du président démocratiquement élu, qui est un vassal de la France. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, nous les Africains, c'est de bien vivre. Et pour bien vivre, il faut que nous ayons une souveraineté politique, une souveraineté économique. Parce que quand vous arrivez en France, on nous prend, nous les Africains, pour le moins que rien. Ils sont toujours là, ils se sont encore réunis, les gens de l'Union européenne, pour dire que des mesures pour chasser les gens qui n'ont pas les papiers, etc. Mais pourquoi les Africains immigrent en France? C'est parce que vous avez un pétrole que vous vendez, vous ne touchez que 10%, et dans les 10%, le président se partage avec son entourage aussi là-dedans, etc. Donc, ce qui retombe sur la population, c'est 3 ou 4%. D'accord. C'est tout cela qui crée des velléités. Et là, Assimi Goïta a dû faire un deuxième coup d'État. Et là encore, il a dit lui-même, au niveau d'un point de presse, que les Français sont venus lui dire de mettre quelqu'un. Ils lui ont donné un nom, que tel doit être président, tel doit être vice-président. Bon, toi, tu vas être ça. Là, il a dit non. Et c'est là que ça a commencé. D'accord. JR, est-ce que on peut faire une certaine comparaison
entre ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale? Je pense, comme disait M. Ella, les transitions, je veux dire du moins les coups d'État qu'on observe en Afrique de l'Ouest, trouvent leur origine dans ce que les présidents, entre griffes démocratiquement élus, ont eux-mêmes créé, parce qu'il y a une sorte de frustration. Et c'est cette frustration-là qui a débouché sur un certain nombre de coups d'État que nous sommes en train d'enregistrer, ou que l'Afrique de l'Ouest enregistre. Aujourd'hui, la région de l'Afrique de l'Ouest est pointée du doigt parce qu'aujourd'hui, dirigée par des militaires qui sont arrivés au pouvoir, personne ne sera jamais d'accord avec un coup d'État. Mais on condamne le coup d'État militaire, mais on ne condamne pas les coups d'État institutionnels. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, ce n'est que la frustration de ce que vivait la population. Donc, il y a eu des personnes, donc cette intelligentsia africaine, cette élite africaine qui estime qu'il ne peut pas être dirigé par il ne peut pas avoir des présidents qui ne sont que représentants des dirigeants occidentaux, parce qu'ils sont des pions, ils sont là juste pour servir les intérêts des pays occidentaux. Et c'est la suite de tout ça, ou c'est la succession de tout ça qui a entraîné aujourd'hui ces pays dans ces bourbiers, parce qu'aujourd'hui on peut parler de bourbiers parce que dans lesquels ces pays c'est trop, parce qu'on a des transitions aujourd'hui qui vont jusqu'à 5 à 3 ans, 4, 5 ans. C'est extrêmement long. Et tout ça, c'est la population qui pâtit. Et cette frustration-là qu'on observe un peu en Afrique de l'Ouest, pas seulement en Afrique de l'Ouest, eux aussi en Afrique, quand on parle de l'Afrique centrale, on pointe le Gabon, parce que le coup d'État, même s'il y a comparaison, aujourd'hui on dit que les meneurs de ce coup d'État disent que c'est sans effusion de sang, ils font des comparaisons avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais un coup d'État reste un coup d'État. Maintenant, après, comme disait monsieur là, il y a tellement de choses qui ont amené ou entraîné ces pays dans ces bourbiers aujourd'hui. On est à se poser la question aujourd'hui, on a même se poser la question aujourd'hui de savoir jusqu'à quand ou à quelle échéance ou jusqu'à quand ces pays-là sortiront de là. Parce que là, c'est un bourbier. On ne sait pas à quel moment, parce qu'ils s'enlisent, ils s'éternisent, ils prennent, ils sont là au pouvoir, ils sont assis. Maintenant, ils ne voient plus le bout de leur nez. Ils estiment qu'ils peuvent rester, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, pendant que la population est en train de réclamer. Et moi, je pense que aujourd'hui, la société civile en Afrique de l'Ouest est beaucoup plus outillée, beaucoup plus structurée, qu'aujourd'hui, ces gens qui arrivent aussi au pouvoir par la force, ils ne vont pas aussi tenir longtemps, parce qu'il y aura la pression aussi de la population exercée par la société civile. Donc ça ne va pas être facile aussi bien pour eux de dire qu'ils peuvent rester là autant d'années qu'ils veulent ou tripatouiller peut-être ou essayer de tailler la constitution pour que ça les arrange. Moi, je pense qu'il y a une grosse pression aussi de la part de la population. Donc, ils doivent être aussi conscients de ça, je crois bien. D'accord. Des limites, enfin, des transitions qui ont été prorogées à 10 ans, à 5 ans. Est-ce que en Afrique de l'Ouest, le cas de l'Afrique de l'Ouest, on en parle encore, est-ce que cette décision obéisse véritablement au désir des populations de ces pays? Bien sûr, c'est